Comment ils vont? Eh ben, vous en avez raté des choses pendant cette pause interminable. Et moi aussi. Un nouveau constructeur, un motoriste qui part, un pilote qui se fait sortir. Ça fait beaucoup, hein. On va voir ça dans cette vidéo. Et évidemment, on va parler de ce qui arrive sur les 3 prochains jours. Sans oublier la rumeur hallucinante qui est sortie concernant Oscar Piastri qui partirait chez Red Bull l'an prochain. Ce week-end, c'est le Grand Prix des États-Unis. Lando Norris peut encore réduire son écart avec Max. Les top teams apportent des upgrades. On fait le point sur ce que vous avez raté pendant la pause. Avant Austin, il y a beaucoup de sujets que l'on doit aborder. Allez, on en parle. Pour me donner de la force avant ce triple header américain qui est le plus chaud de l'année, abonne-toi, laisse-moi ton meilleur pouce levé et profite de la vidéo. Avant toute chose, je pense qu'il est important de faire un point sur ce pourquoi on est tous là, le championnat du monde. Parce qu'on a une saison de folie, c'est inespéré. Il reste 6 courses, 2 triple headers pour ceux qui n'auraient pas capté, donc USA, Mexique, Brésil, puis Vegas, Qatar, Abu Dhabi, et on est dans une situation où tout peut se passer. Bon, McLaren semble très bien pour aller chercher le constructeur, mais en vrai le top 3 n'est pas encore décidé, et ça c'est fantastique. Et que dire du championnat pilote, messieurs dames? 52 points d'écart entre les deux prétendants au titre, une dynamique largement en faveur de Lando, ça promet. Alors on l'a dit, Max Verstappen sera titré s'il finit P2 à toutes les courses, y compris les sprints, parce qu'il y a ça aussi, et il y en a un ce week-end, on va en parler. Donc ça met un peu la pression sur tout le monde. Sur Lando qui doit délivrer sans faire aucune erreur sur les 6 week-ends restants, sur McLaren qui doit lui donner une voiture compétitive, réussir ses stratégies et ses pit stops, et sur Max et Red Bull pour exactement les mêmes raisons. A priori, la McLaren devrait continuer à fonctionner aussi bien sur les tracés qui arrivent, ça va donc être à Red Bull de prouver qu'ils ont de quoi les concurrencer. Ne vous inquiétez pas, on parle dans le détail plus tard. Bref, Austin est le point de départ de l'avant-dernière ligne droite de cette saison. Et avec sa course sprint, on pourrait y voir des surprises. On va aussi parler des upgrades dans cette vidéo, même si j'aurais du mal à vous donner toutes les infos exactes, puisqu'à cause du décalage horaire, tout se passe avec 7 heures de retard. 7 heures en amont d'un week-end de F1, c'est beaucoup. Donc voilà, je suis très chaud de voir la tendance de ce week-end aux US. Il y a moyen que le sprint joue enfin un rôle, donc c'est excitant. Après Singapour, j'avais fait cette vidéo où je faisais ma prédiction sur qui selon moi serait champion du monde. J'ai hâte de voir si l'avenir me donnera tort ou raison. Allez la voir si vous ne l'avez pas vue, je veux vos avis. La première actu que vous avez peut-être ratée pendant la pause, c'est que Toyota va faire son retour en Formule 1. Ah bon? Et oui, avec Haas. Je vous explique. Toyota a signé un deal pour que sa branche compétition devienne le partenaire technique officiel de l'écurie américaine. Et ça commence dès ce week-end avec du branding Toyota Gazoo Racing que vous connaissez bien, puisqu'il est à peu près partout en sport automobile. On est sur un deal pluriannuel, et c'est important. Parce que c'est la première fois depuis 15 ans et la fermeture de son écurie que Toyota remet un pied en Formule 1. C'est pas rien quand même. Et il faut souligner cette nouvelle pour plusieurs raisons. D'abord parce que Toyota c'est un mastodonte dans l'industrie automobile et dans le sport automobile. Leur retour, même en tant que partenaire technique de Haas, montre que la F1 est attractive. En soi, même si ça fait pas un constructeur de plus, c'est un grand nom qui vient s'ajouter aux autres. Ensuite les gars, c'est très important pour Haas. Parce que chez Toyota, ils sont équipés. Ils ont une usine à Cologne qui était utilisée par l'écurie de F1 et qui l'est maintenant par les équipes de rallye et du WEC. Et ça c'est tout bénef pour Haas. Parce que, je cite, avec ce partenariat, Toyota fournira du design ainsi que des prestations techniques et de production. En échange, ils bénéficieront de la visibilité de la Formule 1 qui n'a rien à voir avec celle qu'ils ont quittée à l'époque. Donc c'est un gros win-win. D'ailleurs, il pourrait y avoir du partage de ressources dans l'autre sens aussi, puisque faut pas l'oublier, Haas fait de la technologie de pointe en étant en Formule 1. Dans le deal, il y aurait aussi potentiellement du roulage en Formule 1 pour des pilotes Toyota, donc sur des essais par exemple. Vous avez l'info. En fait, quoi qu'il en soit, je trouve que c'est hyper intéressant pour Haas, parce que c'est la première fois qu'ils font évoluer leur structure. Je vous rappelle qu'ils ont leur quartier généraux en Caroline du Nord, une base à Banbury au UK et un bureau à Maranello, mais que ce partenariat ne les empêchera pas de rester clients de la Scuderia. Pour rappel, ils sont clients sur les pièces que les équipes n'ont pas l'obligation de fabriquer elles-mêmes, ainsi que sur le moteur. Et bon, ça vous le savez. Ce partenariat pourrait donc rendre le développement de l'écurie plus efficient au niveau des coûts, et ça c'est important. On peut aussi imaginer qu'on envisage un switch de fournisseur châssis pour Haas, donc en passant de Dallara à Toyota, mais ça l'avenir le dira. Bref, voilà pour les implications d'un tel partenariat. En tout cas, c'est pas mal entouré avec Ferrari et Toyota. Je sais pas vous, mais perso, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. C'est la triste nouvelle qui a suivi le Grand Prix de Singapour. Daniel Ricciardo a été éjecté de son baquet. J'en avais pas encore parlé, et vous le savez, c'est un pilote que j'apprécie, donc on va prendre le temps de le faire. Bon bah d'abord, j'ai envie de remercier Daniel pour sa carrière. C'est un mec qui a fait un bien fou à ce sport. J'ai eu la chance de le rencontrer à plusieurs reprises. C'est un mec vraiment cool, vraiment sympa, hyper accessible. Donc voilà, merci monsieur. Au-delà de ça, en vrai, pour moi, c'est un des pilotes les plus marquants des 10 dernières années. Il a apporté de la fraîcheur, de la performance, pas mal de panache quand tu regardes à quoi ressemblent ses 8 victoires. À partir de l'après Red Bull, c'est un peu du gâchis. Les 3 dernières années sont même limite tristes, mais bon, c'est comme ça. Après, il y a 2 choses que je voudrais mettre en avant à son sujet. La première, c'est que je pense que son temps était venu. On l'a fait revenir pour espérer qu'il soit légitime à remplacer Pérez en battant largement Yuki. Ça n'est pas arrivé. L'heure de la retraite a sonné. On sait que Red Bull voulait le mettre dans ce baquet, il n'a pas réussi.
c'est comme ça. En vrai, la F1 est impitoyable, c'est le pinacle du sport automobile. Si t'es pas au niveau, faut laisser la place. Allez dire ça aux mecs qui en CDI. Alors certains me diront qu'il faisait mieux que Yuki dernièrement sur la tendance, je leur répondrai qu'ils ont raison, mais qu'il a manqué de grinta pour aller chercher de gros points. Et c'est ce dont Visa Kachap avait besoin. Bref, je pense que c'était l'heure de passer la main. Après, j'avoue que j'ai pas forcément kiffé la manière. Le lourder comme ça, sans vergogne en milieu de saison avec ce que le mec représente pour la galaxie Red Bull, c'est pas ouf. Je le dis, il a beaucoup apporté à ce sport et à cette marque, c'est dommage de terminer de cette manière. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Dans tous les cas, vous le savez, c'est Liam Lawson qui sera dans la voiture à partir de ce week-end, et jusqu'à la fin de saison, au moins. Je sais pas pourquoi les gars, mais j'ai comme le sentiment qu'on va tester Lawson pour potentiellement le mettre dans la voiture de Perez l'an prochain. Je sais pas, j'ai un petit feeling. En tout cas, pour ça, vous connaissez la musique, il faut que les courbes se croisent. Donc que l'un soit exceptionnel et l'autre médiocre. Et vu ce que Perez peut nous sortir, c'est possible. En vrai, c'est un peu quitte ou double pour Lawson, mais bon, il a déjà montré qu'il était solide l'an dernier. Encore une situation hyper intéressante qui pourrait déboucher sur des surprises. On va le suivre attentivement ce week-end. Bref, merci Daniel. Ça va piquer les gars, mais faut que j'en parle. Renault a officialisé l'arrêt de son programme moteur pour la F1. Attends, c'est pas possible. Faites pas les surpris, vous saviez que ça allait arriver. J'en avais parlé dans cette vidéo où je donnais mon opinion sur les décisions actuelles qui selon moi menaient tout droit à une vente, mais c'est pas forcément ce qui va se passer à court terme. Et oui, puisqu'on irait bien vers une motorisation Mercedes pour l'écurie française en 2026. Ce qui est quand même compliqué à concevoir. Je vais pas vous refaire mon speech sur l'incohérence de voir une Alpine à moteur Mercedes. Je pense qu'il n'y a pas besoin. Quoi qu'il en soit, je trouve fou qu'on arrête ce programme pour devenir une écurie cliente, sachant qu'on a a priori tout en main pour réussir. En vrai, le fait d'avoir la main sur le châssis et le moteur, c'est un peu le rêve de toute écurie qui se respecte. Après, on l'a bien compris, ça fonctionne pas. En fait, si on creuse un peu, on a l'impression que le constructeur prend cette décision pour réduire ses coûts, ce qui peut être compréhensible, mais qui ne va absolument pas dans le sens de sa communication depuis le début, qui est, je vous le rappelle, de tout mettre en place pour aller chercher le succès. Comme toute écurie de F1 sur le papier. D'ailleurs, je reviens là-dessus, mais il est possible, enfin probable, qu'on devienne une écurie cliente pour vendre à moyen terme. C'est beaucoup plus simple comme ça. Et oui, dire à Viry, on continue, mais sans vous, c'est plus facile. Après, c'est extrêmement dommage, je vous invite encore une fois à aller voir ma vidéo sur le sujet pour comprendre. En fait, j'ai même pas tant envie de continuer à parler de ce sujet qui m'attriste. Je pense qu'on s'est trompé, qu'on a sous-estimé ce que la F1 demandait pour performer, et qu'on a gâché un truc incroyable qu'on avait entre les mains, sur le long terme cette fois. C'est une fin pas ouf, que je trouve assez décevante. Dites-moi comment vous le vivez en commentaire. Il y a une rumeur fascinante et assez étonnante qui voit le jour en ce moment les gars, et elle concerne le coéquipier de Lando Norris, Oscar Piastri, qui donc partirait chez Red Bull l'an prochain pour remplacer Sergio Perez. Alors je sais ça paraît improbable, quand j'ai vu j'ai un peu craqué, comme vous je me suis dit que c'était pas sérieux, mais bon depuis hier c'est un bruit assez intense, contre toute attente. En fait il se dit que Piastri ne serait pas satisfait de la façon dont il est traité chez McLaren, donc comme un pilote de support à Norris, et serait disposé à quitter l'équipe pour prendre la place de Sergio Perez. Le Mexicain étant un peu le boulet au pied de Red Bull sur cette saison plus compétitive. En fait, Helmut Marko a fait des déclats concernant la situation problématique de Checo, et il a souligné le fait que certains pilotes de top team avaient des clauses de sortie dans leur contrat. Le lien a été fait avec Piastri via son agent, qui n'est autre que Mark Webber et qui est toujours très lié à la galaxie Red Bull. Voilà. Mon avis sur cette rumeur. Alors d'abord, je pense pas qu'Oscar Piastri soit vraiment traité comme un numéro 2 par McLaren. J'ai plutôt l'impression qu'ils le placent haut dans leur estime, et qu'ils l'ont mis bien à plusieurs reprises cette saison. À raison sur le timing, je maintiens mes positions. Donc selon moi, c'est un peu exagéré de voir les choses comme ça. Il est battu par Norris à la régulière sur l'ensemble de la saison, il est bon, mais clairement le classement reflète le rapport de force, donc sur la fin de saison, a priori c'est normal qu'il ait ce rôle support s'il est derrière au championnat. Après, attention, Oscar Piastri il a pas l'air comme ça, mais il est pas du tout là pour enfiler les perles. C'est un mec qui veut gagner, qui ne veut pas être un pilote support, j'ai l'impression qu'avec son entourage, ils sont prêts à tout pour y arriver. Rappelez-vous quand même de l'histoire avec Alpine. Après, j'y crois pas. Il n'y a pas de fumée sans feu, c'est clair, mais là il est dans la meilleure voiture et il a tout intérêt à y rester. En vrai, je vois pas McLaren le cantonner à ce rôle s'il performe mieux. En fait, le seul truc que je pourrais voir sur cette rumeur, c'est que ça serait son entourage qui l'aurait lancé à la base, peut-être pour mettre la pression sur son équipe pour qu'ils hésitent sur les consignes d'équipe. Après, il a déclaré lui-même qu'il serait ok d'aider Norris, donc c'est compliqué. Bref, je suis pas vraiment étonné de voir ça, j'y crois pas une seconde, mais je trouve intéressant que ça sorte comme ça. Je sais, ça contredit ce que j'ai dit par rapport à Lawson, mais le fond est le même. On aimerait faire sauter Sergio avec la meilleure option possible. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Comme toujours depuis je ne sais pas combien de Grands Prix, Red Bull sera sous pression à Austin. Parce que là, ça chauffe de tous les côtés. Ils ont largement perdu la tête du championnat au profit de McLaren, c'est maintenant Ferrari qui les menace, et Max est dans une dynamique qui ne fait pas vraiment plaisir. Alors Max maximise, je sais que vous aimez les jeux de mots, je l'ai dit et redit, mais le déficit de sa voiture le met de plus en plus dans le dur. Je vous rappelle qu'à Singapour, même si on s'attendait à bien pire de sa part, il termine P2 à 21 secondes de Lando Norris. Je sais qu'on l'a répété, mais au moment où on se parle, Max Verstappen n'a pas gagné depuis le Grand Prix d'Espagne. J'ai l'impression que c'était il y a 2 ans. Tout le monde dans cette équipe sera donc encore une fois sous pression. Après, ne vous attendez pas à les voir souffrir autant que ce qu'on a vu récemment. De leur côté, ça va mieux depuis Bakou, on a trouvé des solutions,
On amène une upgrade significative aussi ce week-end, donc si elle fonctionne, ça dépendra aussi et surtout de la concurrence. En gros, pas sûr que ce soit suffisant, quoi. J'en ai parlé dans cette vidéo, ça pourrait être serré, mais je vois bien Max continuer dans sa régularité même s'il ne gagne pas. En vrai, il est probable que s'il arrive à devancer Norris une ou deux fois sur les 6 derniers Grands Prix, ce soit bon pour lui. L'inconnu Sergio Pérez sera aussi importante à prendre en compte, mais vous savez à quel point j'ai du mal à y croire. Bref, chez Red Bull à Austin, on doit maximiser la perte de cette voiture. Mercedes sera aussi sous pression à Austin, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas brillé de leur côté. Chez eux, on limite les dégâts depuis plusieurs mois maintenant, et il y a pas mal de déceptions quant à leur performance. Quand même, ça pique. Désolé pour les fans de Merco, je sais que ce qui s'est passé avant l'été vous a rempli d'espoir. Ceci étant dit, l'équipe allemande a déclaré avoir profité de cette longue pause pour bosser sur une upgrade significative pour Austin. Leur objectif sur cette fin de saison, c'est d'arriver à trouver la solution au problème qu'ils ont sur les circuits qui génèrent de la surchauffe pneumatique. Ils ont du boulot niveau réglage et sur le développement. Notez bien que cette upgrade sera la dernière de la saison. En vrai, j'ai quand même la sensation qu'avec les circuits qui arrivent, on devrait les voir un peu mieux. Peut-être que le Brésil peut leur aller, idem pour les courses de nuit où il fait généralement plus frais. Côté Ferrari, c'est un peu la même histoire, même si bien évidemment on est un peu moins dans le trou. La Scuderia a déçu à Singapour et doit se relever. Elle arrivera donc à Austin avec un nouveau package, le dernier de la saison aussi a priori. Alors je dis déçu pour Singapour parce que je suis exigeant. En vrai, ils étaient quand même plutôt encourageants sur le rythme de course, puisqu'ils étaient dans les temps de McLaren à plusieurs moments. Il va donc être important de les voir performer ce week-end sur un circuit où la track position est moins importante. Je vous rappelle qu'on n'est toujours pas au niveau de McLaren et de Max en qualif pour eux. Mais bon bref, on apporte quelque chose qui peut les aider en perf. Le circuit plaît aussi beaucoup aux pilotes. Charles Leclerc y était en pole l'an dernier. Donc je les vois bien en forme ce week-end. Ils sont proches de Red Bull au championnat, ils ont évidemment la P2 en tête. Observez-les bien ce week-end. Jean-Michel s'est complètement foiré à Singapour les gars. J'avais misé sur Ferrari, mal m'en a pris. Je sais, vous aviez oublié, mais entre nous pas de chichi. Je retente ma chance à Austin. Le partenaire de Jean-Michel Prédiction, comme d'habitude, c'est Winamax. D'ailleurs, si les paris sportifs vous intéressent, il vous propose une offre de bienvenue que je recommande. En gros, si vous êtes nouveau, il double votre premier dépôt. Donc par exemple, si vous mettez 20 €, vous en recevrez tout de suite 20 en paris gratuit, plus 10 € en bonus. Le dépôt minimum, c'est 15 € par carte de crédit, et le dépôt maximum, c'est 100 €. Pour en profiter, il vous suffira de cliquer sur ce lien que vous trouverez en description, et de rentrer mon code, donc Lucas10. Pour ceux que ça intéresse, régalez-vous. Et ce week-end, je vois un pilote voler la vedette aux acteurs principaux de cette saison 2024. Un jeune homme précoce, brillant, va à nouveau crever l'écran. Fernando Alonso? Non. J'aime pas trop cette blague. Le truc, mesdames et messieurs, c'est que ce garçon ne va pas gagner. Les gars, à Austin, Oscar Piastri va être en tête du Grand Prix et va laisser la victoire à son coéquipier. Quoi? Vous l'aurez entendu ici en premier. Les codes, c'est comment? Alors, pour la victoire, le favori des bookmakers, c'est Lando et assez largement devant Max et Oscar. Sachez aussi que pour le podium, derrière les McLaren, c'est Max et les Ferrari qui sont en bonne position. Je te rappelle que si t'es pas majeur, tu n'es pas concerné, et que pour gagner de l'argent, le mieux c'est de trouver un travail. Tu me fais ta prédiction? Alors, ce circuit d'Austin, l'un de mes tracés préférés au calendrier. Le premier Grand Prix là-bas, c'était en 2012 avec une très belle victoire de Lewis et sa McLaren sur la Red Bull de Vettel, et depuis c'est presque un classique. Ce circuit des Amériques est un mix des plus beaux circuits du monde avec un premier secteur inspiré des courbes de Silverstone ou de Suzuka, un passage du 12 au 15 qui ressemble au stade de Hockenheim, et un premier virage en montée un peu comme en Autriche. On fait un tour ou quoi? Allez, c'est parti dans la ligne droite des stands de ce circuit. Les pilotes auront le DRS ici, et en bout de ligne droite, on devrait voir des dépassements. Là, c'est à fond jusqu'à cet incroyable virage 1 en montée et à l'aveugle, où on va pouvoir prendre plusieurs trajectoires. On monte légèrement sur le vibreur à droite, mais pas trop, et c'est à fond pour entamer les S de ce premier secteur. Ici, c'est pleine balle jusqu'à l'enchaînement 5, 6, 7, qui est assez impressionnant. Le premier secteur s'arrête ici, et on continue à pousser dans ces courbes jusqu'au 8, où il faudra lâcher un peu de vitesse et bien garder la corde. Comme d'hab, on repart sur les gaz, et là c'est à fond jusqu'au 11, où on aura un des plus gros freinages du tracé. Ici, la réaccélération sera clé puisqu'on va entamer la plus longue ligne droite de ce circuit, et naturellement, les pilotes auront le DRS. Au 12, c'est un gros freinage où on verra des dépassements, et on finit le secteur 2 en allant vers le 13. C'est maintenant qu'on entre dans la partie inspirée du stade d'Hockenheim, avec une partie qui se fait à basse vitesse, mais avec 3 virages plutôt techniques. Les 16, 17 et 18, c'est à fond et c'est hyper impressionnant. Attention au 19 qui sera aussi important avant le dernier virage, où la motricité sera clé, et c'est la fin de ce tour. Vous aimez ce tracé? La météo de ce Grand Prix. Vendredi, on aura beau temps avec 29 degrés, samedi c'est pareil, et dimanche c'est la même histoire. Le programme du Grand Prix des États-Unis. Vendredi à 19h30, on aura les essais et à 23h30 la qualif du sprint. Samedi à 20h, on aura le sprint et à minuit les qualifs. Et dimanche à 21h, le Grand Prix. Pour ma part, samedi après-midi, je serai sur le plateau de pole position. On se fait les sessions de samedi sur Twitch en live et je serai chez Winamax pour le GP en direct. On se voit pour le débrief. Voilà, merci à tous de m'avoir écouté, j'espère que cette vidéo vous a plu, laissez-moi un pouce bleu et dites-moi en commentaire ce que vous pensez qui va se passer ce week-end. N'oubliez pas d'aller voir mes dernières vidéos que vous n'auriez pas vues. Dites-moi tout, et on s'abonne. Allez, ciao!